Ils s'appelaient Lina et Idriss. Elle était architecte d'intérieur, passionnée par la lumière, les textures, les silences dans les espaces. Lui était développeur web, minutieux et créatif, toujours à l'affût de l'élégance dans les lignes de code comme dans les gestes simples du quotidien. Ils s'étaient rencontrés dans une salle de coworking à Bonalamba, cette ville vibrante où l'on pouvait entendre les espoirs battre dans le cœur des jeunes dès 6 heures du matin. Lina et Idriss n'avaient jamais cru au coup de foudre, mais il s'était passé quelque chose de rare, de doux et de profond dès le premier jour, un regard échangé au-dessus de 2 ordinateurs, un sourire esquissé, puis une conversation sur le choix des couleurs dans un projet client. Ce n'était pas la passion brûlante, non. C'était la tendresse immédiate, celle qui fait pousser lentement des racines au lieu d'embraser le feuillage. Au bout de 2 ans, ils vivaient ensemble dans un petit duplex baigné de lumière. Tout dans leur quotidien respirait l'harmonie. Ils gagnaient bien leur vie, sans excès ni dette, et avaient choisi de ne pas courir après les apparences. Ils préféraient investir dans des expériences, des week-ends en nature, des ateliers de poterie, des formations pour affiner leurs compétences. Un soir, assis sur le balcon, les pieds nus, les verres remplis d'un jus maison à la mangue et au gingembre, Lina a demandé « Tu crois qu'on est en train de réussir notre vie ?» Idriss avait souri doucement. « Réussir ? Je ne sais pas. Mais je crois qu'on est en train de la dessiner comme on la veut. C'est peut-être ça, la vraie réussite. » Il parlait souvent d'avenir, mais sans angoisse. Il n'avait pas de plan figé. Il voulait juste construire, ensemble. Pas forcément une villa avec piscine, mais un foyer solide, plein de respect, d'écoute, de projets simples et puissants. Le matin du 12 juin, le ciel de Bonalamba avait cette clarté inhabituelle, presque cruelle. Une lumière blanche, tranchante, tombait sur les rues calmes comme un verdict silencieux. Lina s'était levée avant Idriss, comme souvent. Elle sirotait son café noir, parcourant les notifications de son téléphone, jusqu'à ce qu'un message attire son attention. Elle cligna plusieurs fois des yeux. Ce n'était pas une alerte habituelle. Rupture de contrat Studio Casa. Le projet Yuma est suspendu pour une durée indéterminée. Merci de cesser toute activité liée au chantier. Son cœur se contracta légèrement, mais elle tenta de ne pas paniquer. Elle connaissait la volatilité du secteur. Des annulations, elle en avait déjà connu. Elle en parlerait à Idriss plus tard. Mais à 11h03, elle reçut un appel de son assistante, Aïcha, la voix paniquée. « Lina, le bail des bureaux vient d'être résilié. Le propriétaire a vendu. On doit évacuer dans les 48 heures. Et, le client principal refuse de payer la compte. » Lina sentit son souffle se suspendre. Elle raccrocha sans mot dire. À midi pile, Idriss descendit, encore en jogging, souriant, les cheveux ébouriffés. « Tu veux qu'on mange dehors aujourd'hui ? Il fait beau ?» Mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra à son tour. Il fronça les sourcils. Une alerte de son entreprise. Puis un message de son collègue. La start-up est en faillite. Fonds gelé. Le CIO est introuvable. Il leva les yeux vers Lina. Le silence entre eux fut instantanément dense. Un mélange de peur muette et de lucidité brutale. Tout venait de s'effondrer. En une journée. Comme une symphonie interrompue par un coup de tonnerre. Les jours suivants furent flous. Les économies qu'ils avaient placées dans leur coworking space commun, disparues dans les charges fixes, les acomptes non remboursables, les fournisseurs en colère. Ils avaient toujours une gestion prudente, mais l'effet domino était violent. Trop violent. Leur compte commun se vida lentement. Puis plus vite. Les loyers du duplex s'accumulaient. Les promesses de paiement se dissolvaient dans le silence administratif. Ils commencèrent à vendre. Le canapé gris perle qu'ils avaient choisi ensemble. La cafetière italienne de Lina. Même le vélo électrique d'Idriss. Leur appartement se vida de ces objets. Mais l'amour, lui, résista. Du moins, au début. Un soir, dans un studio plus petit qu'une chambre d'amis, ils se disputèrent pour la première fois. Pas violemment. Juste, douloureusement. « Tu ne veux pas chercher un boulot plus classique, Idriss ?» lança Lina. « On ne peut pas vivre d'idéaux en ce moment. Et toi ? Tu continues à croire que tu peux vivre de l'art quand on n'a plus rien. J'essaie de sauver ce qui nous reste. » Il ne nous reste rien, Lina.
rien sauf ça. Il désigna leurs mains, l'une dans l'autre. Mais même leurs doigts semblaient fatigués. Et pourtant, malgré les engelures de la réalité, malgré la perte de tout ce qu'ils avaient construit matériellement, ils ne se quittèrent pas. Ils en eurent l'occasion. Plusieurs fois. Des silences longs comme des tunnels. Des nuits dos à dos. Des doutes collés au mur. Mais au fond d'eux, une chose tenait debout, la certitude qu'ils ne s'étaient pas aimés pour ce qu'ils possédaient, mais pour ce qu'ils devenaient ensemble. Ils vivaient maintenant dans un petit studio exigu, à peine assez grand pour leurs rêves. Les murs transpiraient l'humidité, et le plafond craquelé semblait chaque jour plus bas. Les jours se répétaient comme un refrain fatigué, sans mélodie. Un soir, après une journée particulièrement pesante, Idriss rentra plus tôt que d'habitude. Il n'avait plus vraiment d'horaire depuis que les petits contrats de dépannage web s'étaient évaporés comme de la buée sur une vitre cassée. Il trouva Lina assise sur le tapis, entourée de croquis froissés. Des lignes, des esquisses, des tentatives. Mais rien ne trouvait grâce à ses yeux. Elle se releva, le visage tiré. « T'as mangé » demanda-t-elle, la voix lasse. Il ne répondit pas tout de suite. Il la regarda, longtemps. Et dans ce regard, il y avait autre chose. Quelque chose d'inquiétant. D'inédit. « J'ai rencontré quelqu'un » dit-il enfin. Lina tressaillit. Son cœur fit un saut absurde. Quelqu'un. Comment ça? Pas comme tu crois. C'est un homme. Un monsieur. Il dit qu'il peut nous aider. Elle fronça les sourcils. Nous aider comment? C'est difficile à expliquer. Il vaut mieux que tu viennes avec moi. Tu comprendras en le voyant. Lina hésita. Mais elle connaissait cette étincelle dans les yeux d'Idriss. Ce mélange d'espoir et de résignation. Elle le suivit. Ils prirent un taxi poussiéreux qui les emmena dans un quartier périphérique de Bonalamba, là où les maisons semblaient construites à la hâte, là où les lampadaires se font rares, où l'on entend davantage les chiens que les enfants. La maison était peinte en ocre, avec une porte en bois sculpté, vieille mais imposante. À l'intérieur, une odeur forte, mélange d'encens, de feuilles brûlées et de quelque chose d'animal, presque rance. Le marabout était assis en tailleur sur un tapis rouge fané. Une barbe grise descendait jusqu'à sa poitrine nue. Ses yeux, pourtant ternes, semblaient tout voir. « Approchez » dit-il d'une voix rauque mais posée. « Vous êtes les jeunes époux brisés par la vie. » Lina se raidit. Elle voulait partir. Mais Idriss lui serra la main. Le marabout la fixa longuement, puis parla d'une voix lente, comme s'il récitait un savoir ancien. Il existe un chemin rare. Ancien. Très puissant. Il nécessite un sacrifice, pas de sang, mais de pureté. Lina fronça les sourcils. Il poursuivit. Tu dois te lier à des hommes. Par le corps. Les séduire. Au moment où leur plaisir atteint son sommet, tu bois ceci. Il tendit une fiole brune, remplie d'un liquide visqueux, noirâtre, au fond duquel flottait quelque chose d'indéfini. Et tu récoltes leurs semences, ajouta-t-il, sans détour, en la regardant droit dans les yeux. Tu la mets dans cette calebasse. Idriss viendra me la porter. Lina recula d'un pas, horrifiée. Quoi? Mais, c'est dégoûtant. Et immoral. Je ne suis pas une prostituée, Idriss. Tu m'amènes ici pour ça? Lina, attends, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne veux pas te forcer, jamais. Mais, regarde-nous. Regarde ce qu'on est devenu. On souffre. On tourne en rond. On n'a plus rien. Il s'approcha d'elle. Ses mains tremblaient. Je t'aime, Lina. Je t'aime plus que tout. Je déteste cette idée autant que toi. Mais c'est une chance. Une dernière. Après ça, on sera libre. On pourra tout recommencer. Tu pourras redevenir toi. Je te le promets. Lina avait le souffle court. Elle se sentait trahie. Écorchée. Tu veux que je vende mon corps pour toi? Pour nous? Non, pour notre avenir, murmura-t-il. Un long silence tomba. Le marabout tendit la fiole avec lenteur, comme une offrande macabre. Tu peux réfléchir. Mais le temps ne vous attendra pas. Lina prit la fiole, presque malgré elle. Elle la tint du bout des doigts, comme un poison.
le marabout lui tendit aussi une petite calebasse recouverte d'un tissu rouge. Tu boiras 3 gorgées avant chaque acte. Et n'oublie pas, la semence doit être fraîche. Idriss saura quoi en faire. En sortant de la maison, le soleil avait disparu derrière les immeubles gris. Ils rentrèrent en silence. Lina n'osa pas le regarder. Elle posa la fiole sur le bord de l'évier, comme on pose un flingue sur une table. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Son monde venait de basculer. Pas à cause de la proposition du marabout. Mais parce qu'Idriss, son Idriss, l'avait envisagé. Accepté. Et malgré l'amour qu'elle ressentait encore, une fissure s'était ouverte. Fine. Invisible. Mais terrible. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire. Mais rien ne serait plus jamais comme avant. Ils rentrèrent à la maison sans dire un mot. Lina, le visage figé, les poings crispés sur ses genoux dans le taxi, fixait la vitre sans vraiment voir le paysage. Chaque virage de la route semblait un écho à sa confusion intérieure. Elle n'avait pas crié, pas encore. Pas dans cette maison où, malgré la pauvreté, subsistait encore une étincelle de leur passé. Dès que la porte se referma derrière eux, la tempête éclata. Tu te rends compte de ce que tu m'as fait vivre, Idriss? Un marabout? Une proposition aussi ignoble? Tu crois vraiment que je vais me vendre pour que tu sois riche? Pour que nous soyons riches? Il ne répondit pas tout de suite. Il s'assit, la tête entre les mains. Puis, d'une voix plus basse qu'à l'ordinaire. Ce n'est pas se vendre, Lina. C'est un sacrifice. Pour nous. Pour notre avenir. Je ne t'aurais jamais demandé ça si je n'avais pas été désespéré. Elle le regarda comme si elle découvrait un homme qu'elle ne connaissait plus. Celui qui, il y a 2 ans encore, lui avait écrit des lettres d'amour sur du papier craft recyclé, celui qui refusait de pirater des logiciels par éthique. Il était là, devant elle, en train de la convaincre de voler la destinée d'hommes qu'elle devrait séduire, coucher avec, pour mieux les vider de leur essence et offrir leur force à Idriss. Elle voulut hurler, mais sa voix mourut dans sa gorge. Ce n'était plus la colère. C'était un mélange d'épuisement et de trahison. Tu dis que tu m'aimes. Mais quel amour demande ce genre de choses? Justement, dit-il, les yeux humides. C'est parce que je t'aime que je te le demande. Parce que je sais que tu es forte. Et je ne veux pas qu'on continue à vivre comme des ombres. Je te promets, après ça, tout changera. On sera heureux. Je te le jure, Lina. On aura la maison qu'on rêvait, les projets, la paix. Elle secoua la tête. Elle voulait partir. Mais partir où? Chez qui? Tout ce qu'elle possédait, c'était cet homme et leur ruine commune. Alors elle se mura dans le silence. Les jours suivants furent tendus. Ils s'évitèrent, se parlèrent à peine. Mais chaque soir, ils revenaient, les yeux pleins de supplications, la voix douce, comme un refrain. Un seul homme. Juste un essai. Si ça ne fonctionne pas, on arrête. Elle hésita. Elle l'aimait encore. C'est ce qui la tuait. L'aimer, malgré cette proposition, malgré cette chute. Elle se souvenait de leur début, de leur nuit à refaire le monde. Et elle se dit qu'elle pouvait peut-être faire un pas dans la laideur pour reconstruire leur beauté. Alors, une nuit, elle posa la potion du marabout sur la table. L'odeur était âcre, une puanteur de racines pourries et d'herbes brûlées. C'est pour toi que je fais ça, murmura-t-elle. Il hocha la tête, ému. Il voulut l'embrasser, elle le repoussa. Pas maintenant. Pas ce soir. Elle sortit, seule. Le premier homme était un entrepreneur arrogant, rencontré dans un café chic où elle s'était rendue pour réseauter. Elle joua le jeu, la voix douce, le regard insinuant. Il tomba vite dans le piège. Avant l'acte, elle but le liquide en silence, priant qu'il ne la tue pas sur le champ. Après, elle suivit la consigne, récupérer la semence dans un petit flacon noir, bien fermé. Et elle le remit à Idriss sans un mot. Les jours suivants, quelque chose changea. Une première commande inattendue. Puis 2. Puis un investisseur sortant de nulle part, s'intéressant à leur projet. L'argent commença à couler. Lentement d'abord. Puis comme un robinet qu'on aurait ouvert en grand. Des virements qu'elle n'avait même pas sollicités. Des propositions de collaboration. Des chiffres qui montaient comme dopés par une énergie invisible.
Leurs activités refleurirent. Le coworking space rouvrit dans un nouveau quartier. Leur nom circulait dans les milieux créatifs. Le duplex, payé. Un voyage à venir. Idriss, radieux, redevenait l'homme d'avant ou du moins une version brillante et sûre de lui. Il la couvrait d'attention, de cadeaux, de « merci », de « je t'avais dit », de « c'est fini maintenant, on n'a plus besoin de continuer ». Mais Lina, elle, se sentait de plus en plus vide. Parce qu'à chaque nuit donnée, à chaque flacon rempli, elle sentait une part d'elle s'éroder. Sa lumière, sa foi, son amour-propre. Même si elle ne pleurait pas. Même si elle marchait droit. Même si elle souriait dans les photos qu'ils postaient ensemble. Un matin, elle s'observa longuement dans le miroir. Et se demanda si Idriss voyait encore la femme qu'il aimait, ou juste l'instrument de leur salut. Et c'est là que commença, lentement, imperceptiblement, une autre fissure. Les années passèrent, dorées en surface, noires en profondeur. La grande maison qu'il habitait désormais ressemblait à une villa de magazine, façade blanche éclatante, piliers de marbre, fontaine centrale, baies vitrées donnant sur une piscine miroir. Le salon respirait le luxe, fauteuils en velours ivoire, tableaux d'artistes émergents, suspensions dorées, tapis persans. Tout y était, sauf la chaleur. Lina marchait pieds nus sur les carreaux froids, en robe de soie, des bracelets fins aux poignets, des parfums de marque sur la peau. Mais elle se sentait vide, toujours. Comme une coquille bien décorée. Ce n'était pas la richesse qui la hantait. C'était lui. Idriss, jadis tendre et passionné, devenait un homme distant, absorbé par ses affaires, ses appels interminables, ses absences prolongées. Il ne riait plus avec elle. Ne lui racontait plus ses projets. Ne lui murmurait plus de promesses sous les draps. Il revenait tard. Il la regardait à peine. Et quand elle osait poser la question, « Idriss, tu t'éloignes de moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'aimes plus ?» Il levait à peine les yeux. « Tu te fais des idées, Lina. T'as toujours été trop émotive. Regarde autour de toi, t'as tout ce que tu veux. Pourquoi gâcher ça avec tes insécurités ?» Elle se taisait. Elle se mordait la lèvre. Et elle replongeait dans ce silence où sa voix n'avait plus de poids. Alors elle se dit que peut-être, s'ils avaient un enfant, ça changerait tout. Un bébé. Un lien de chair, un projet commun, une lumière nouvelle. Elle s'accrocha à cette idée avec la force du désespoir. Elle cessa les potions. Se purifia. Commença à surveiller son cycle. Téléchargea des applications. Allait faire ses prises de sang, ses échographies. Mais les mois passèrent, et rien. Elle consulta un médecin. Puis 2. Puis 3. Des gynécologues réputés. Ils firent des tests, des analyses poussées. « Madame, tout est normal chez vous. Votre fertilité est bonne. Il n'y a aucune anomalie détectée. » Elle rentra chez elle, le cœur plein de questions, un nœud dans le ventre. Elle osa enfin en parler à Idriss. Il balaya ses inquiétudes. « C'est pas le moment. J'ai trop à gérer. Et puis, faut pas forcer le destin. Le moment viendra. » Mais il s'éloignait. Encore. Elle le sentait dans la façon dont il ne la touchait plus. Dans la manière dont son téléphone restait toujours en mode silencieux. Dans les silences prolongés, les odeurs de parfums inconnus sur ses vêtements, les trajets professionnels de plus en plus fréquents. Et un jour, tout éclata. C'était un vendredi soir. Elle avait préparé un repas spécial, espérant raviver quelque chose. Idriss rentra tard. Et il n'était pas seul. Derrière lui, une femme. Environ 35 ans. Le ventre arrondi par une grossesse avancée. 3 enfants derrière elle, les yeux grands ouverts, traînant des sacs plastiques. « Lina, dit-il simplement, voici Awa. Elle porte mon enfant. Elle va rester ici un moment. Le temps que je m'organise. Les enfants aussi. Ce sont les siens. » Elle crut qu'elle allait s'évanouir. Le plat qu'elle tenait glissa de ses mains et se brisa au sol. « Tu es sérieux, Idriss? Tu me ramènes une femme, ici? Chez moi? Dans notre maison? Notre maison? » ricana-t-il. « C'est ma maison, Lina. Tout ça, c'est moi qui l'ai bâti. Avec ton aide, certes. Mais grâce à mes choix.
Tu savais dans quoi tu t'embarquais. Tu voulais de l'or? Voilà le prix. Elle sentit ses genoux se dérober. Les enfants couraient déjà dans le salon, curieux. Hawa s'installait, posant ses sacs, s'appropriant les lieux. Comme si tout cela était normal. Le lendemain, Hawa s'installa dans la chambre d'amis, qu'elle transforma vite en chambre principale. Lina, elle, fut reléguée à l'aile opposée. Une solitude glaciale. Hawa était bruyante, autoritaire. Idriss la chérissait comme une reine. Il riait avec elle. Il la massait, lui cuisinait parfois. Et chaque geste tendre qu'il avait autrefois pour Lina se réincarnait dans cette nouvelle femme, sans honte. Pire encore, il la méprisait. Il la regardait comme une servante. Faisait des remarques à voix haute, une femme qui n'arrive même pas à faire d'enfant, c'est quoi ça? Il faut de la vraie féminité pour garder un homme, tu vois, pas juste des robes et des soupirs. Lina encaissait. Elle souriait devant les employés. Elle marchait droite dans la maison. Mais chaque nuit, dans la salle de bain, elle pleurait en silence, recroquevillée au sol. Et malgré cette humiliation, malgré la trahison, malgré le goût amer du regret, elle continuait. Elle continuait à prendre les potions. À séduire, à extraire, à livrer. Parce qu'elle savait, si elle arrêtait, tout s'effondrerait. Idriss perdrait ses contrats. Leur empire s'écroulerait. Elle serait blâmée. Chassée. Déshonorée. Alors elle se fit machine. Sans âme. Sans voix. Chaque homme qu'elle approchait devenait un rappel cruel de la femme qu'elle n'était plus. Une gardienne de la richesse d'un homme qui ne l'aimait plus. Et dans ce gouffre, une seule pensée commençait à prendre racine, nuit après nuit, pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi ai-je tout sacrifié, pour un homme qui a fini par me traiter comme une servante dans mon propre palais? Il faisait lourd ce soir-là. Une chaleur étrange, sans vent, sans âme. Lina, debout dans le grand salon devenu silencieux, fixait son reflet dans la baie vitrée. Son visage paraissait pluvieux. Ses traits tirés. Ses yeux éteints. Elle se sentait étrangère à elle-même. Puis, dans un souffle de courage, comme on jette une pierre dans un puits sans fond, elle décida. Assez. Assez de pacte. Assez de sang. Assez de se briser pour un homme qui ne la regardait même plus. Elle rassembla les fioles, les poudres, les herbes noircies par les années de secret. Elle les plaça dans un sac en toile, les jeta dans un trou au fond du jardin, et les recouvrit de terre, sans un mot. Le lendemain, elle annonça à Idriss que tout était terminé. Il la fixa longuement, un air amusé au coin des lèvres. Tu crois que tu peux arrêter, comme ça? Après tout ce que tu as fait? Après tout ce que je t'ai permis d'avoir? Très bien, Lina. Si tu refuses, quelqu'un d'autre prendra le relais. Et il le fit. Il parla à Hawa. Il lui expliqua en des termes flous mais persuasifs. Il évoqua la richesse, la puissance, la protection de leur enfant à naître. Et Hawa, ambitieuse et confiante, accepta. Elle voulait garder Idriss. Elle voulait sa part du trône. Lina, elle, fut réveillée un matin par un huissier. Vous devez quitter les lieux. Ordre du propriétaire. Elle n'eut même pas droit à une explication. Ses affaires furent jetées dans de vieux cartons, entassés dans un taxi qu'elle n'avait même pas pu payer. Pas un regard d'Idriss. Pas un mot d'Hawa. Juste le vide. Elle rentra chez sa mère. Une petite maison en périphérie, modeste et poussiéreuse. Sa mère la regarda sans juger. Elle ouvrit ses bras. Lina s'effondra. Pendant 2 jours, elle dormit. Sans rêve. Sans faim. Le 3e jour, sa mère la leva doucement, l'aida à s'habiller, et l'emmena voir un vieux religieux. Un homme aux cheveux blancs, à la voix douce, dont les yeux semblaient tout voir. Il l'écouta longtemps. Puis, dans un silence solennel, il parla. Ce que tu as fait t'allier. Tu l'as semé dans l'ombre, Lina. Maintenant, l'ombre réclame. Tu ne peux pas demander la lumière sans d'abord te purifier. Ton ventre est fermé non pas par Dieu, mais par les portes que toi-même tu as scellées. Ce n'est pas une malédiction, c'est une dette. Elle baissa la tête. Une larme roula sur sa joue. Que dois-je faire? Souffla-t-elle. Revenir. Pas à Idriss. Pas alors. Mais à toi.
Tu dois te défaire. Te délier. Et prier. Longtemps. Tu n'es pas damnée, Lina. Mais tu es en exil. Et ainsi commença sa lente traversée. Elle passa des semaines en retraite. À jeûner. À prier. À confesser. Elle récita des versets qu'elle avait oubliés. Elle nettoya son corps avec des plantes bénies. Elle pleura. Beaucoup. Mais petit à petit, un calme s'installa. Une forme de paix timide. Elle n'était plus dans un palais, mais elle n'était plus enchaînée. Pendant ce temps, chez Idriss, l'équilibre se fissurait. Hawa, enceinte, commença à se plaindre de douleurs sourdes. Les médecins ne comprenaient pas. Tout semblait normal. Mais une nuit, elle perdit les os trop tôt. Le bébé naquit sans vie. Elle hurla pendant des heures. Les jours suivants furent un cauchemar. Les enfants d'Hawa tombèrent malades, les uns après les autres. Fièvre mystérieuse. Crise sans cause. Les traitements ne faisaient rien. Et un à un, ils moururent. Comme des feuilles arrachées par le vent. Idriss ne comprenait pas. Il accusa le monde, les médecins, les sorciers. Mais au fond de lui, une peur s'éveilla. Une terreur ancienne. Celle des pactes que l'on croit maîtriser, et qui un jour réclament leur dû. Hawa, brisée, pleurait toute la journée. Elle maigrissait. Elle ne riait plus. Elle ne portait plus ses bijoux. Elle ne sortait plus de sa chambre. Alors Idriss recommença à chercher. Une autre. Une jeune. Belle. Malléable. Une âme à modeler. Il savait quoi dire. Il savait comment séduire. Il avait toujours su. Mais rien ne fonctionnait. Chaque tentative échouait. Les femmes qui l'approchaient devenaient instables, ou malades. L'une perdit ses cheveux. Une autre fit un malaise en le touchant. Un jour, il se regarda dans le miroir, et pour la première fois, il ne se reconnut pas. Son regard était vide. Son aura, trouble. Il avait l'argent, oui. Mais plus rien ne tenait autour de lui. Lina, elle, vivait toujours modestement. Mais elle reprenait goût à de petites choses. Le chant du muezzin à l'aube. Le sourire de sa mère. L'odeur du bissap chaud. Elle avait peu. Mais elle était en vie. Vraiment. Et dans son ventre, un frisson. Un matin, elle fut prise de vertige. Sa mère insista, va faire un test. Elle sourit, sans espoir. Mais elle obéit. Le test fut positif. Elle relut le papier 10 fois, 100 fois. Puis elle s'assit. Le cœur battant. Les mains tremblantes. Un enfant. Un vrai. Pas une illusion. Pas un pacte. Un fruit d'elle-même. De sa repentance. De sa renaissance. Et dans un murmure, elle remercia le ciel. Pas pour l'enfant. Mais pour l'avoir brisé, au bon moment. Les nouvelles voyageaient vite, même dans les ruelles étroites de la ville, même dans les salons feutrés où le luxe masquait mal les blessures invisibles. Un jour, Idriss apprit que Lina attendait un enfant. Par des oreilles indiscrètes. Par des murmures volés dans un coin de rue. Par un regard échangé dans la foule. Il refusa d'y croire. Lui, le maître de tout, se retrouvait réduit à une rage sourde et amère. Ce secret, plus que tous ses échecs, le consumait. Il ordonna à ses hommes d'enquêter. Qui la protégeait? Où allait-elle? Comment avait-elle pu renaître? Cette force nouvelle en elle, qui lui avait toujours paru soumise, le fascinait autant qu'elle le terrifiait. Lina, elle, ne cherchait plus rien, sinon à vivre. Elle préparait son avenir, entourée de rares amis sincères et de la présence fidèle de sa mère. Chaque coup de pied de l'enfant dans son ventre était une promesse de liberté. Chaque battement, un souffle d'espoir. Puis vint le jour. Un matin doux, baigné par une lumière claire, elle donna naissance à une fille qu'elle nomma Naya. Lumière nouvelle, un nom chargé de sens, loin des chaînes du passé. Ce bébé n'était ni un trophée, ni une arme. Juste la vie qui renaissait, pure et fragile. Les mois passèrent. Lina devint forte, sereine, rayonnante. Elle trouva un travail modeste mais honnête, tissa autour d'elle une nouvelle famille faite de respect et d'amour. La douleur s'effaçait doucement.
Idriss, lui, sombrait dans la solitude. La perte de Lina, le vide laissé par ses enfants, la trahison de ses ambitions, tout creusait en lui un gouffre. Il tenta de reconquérir Hawa, ombre brisée d'elle-même. Puis, épuisé, il s'enfouit dans d'autres liaisons, illusions éphémères qui ne colmataient rien. Ses affaires périclitaient, ses contacts se tarissaient. L'homme puissant devenait un fantôme dans son propre empire. Un jour, à bout de force, il croisa Lina. Dans un marché animé, parmi les cris, les odeurs et la vie, elle portait Naya contre elle, un sourire lumineux éclairant son visage. Leurs regards se croisèrent. Il n'y eut ni colère, ni haine. Juste une tristesse infinie et une paix que lui ne connaîtrait plus. D'une voix brisée, il murmura. « Lina, je suis désolé. » Elle répondit calmement, la tête haute, une force nouvelle dans ses yeux. L'amour ne doit jamais être un prétexte pour accepter l'inacceptable, Idriss. J'ai sacrifié trop de moi-même, et je me suis perdu. Toi, tu as choisi ton chemin. Moi, j'ai choisi la liberté. Elle s'éloigna, laissant derrière elle un homme déchu, seul au milieu des ruines de ses choix. Lina avançait, Naya dans ses bras, le cœur léger. Elle savait maintenant que le vrai amour ne détruit pas, il libère. Que le vrai luxe n'est pas l'or ni le pouvoir, mais la dignité retrouvée. Et cette fois, c'était elle qui écrivait son histoire. Mais vous, vous qui suivez cette histoire, d'où nous regardez-vous? Quel coin du monde vous tient en haleine? Que auriez-vous fait à la place de Lina? Auriez-vous accepté de sacrifier votre propre âme pour un amour qui vous humilie? Ou auriez-vous trouvé la force de dire non, de vous relever? L'amour mérite-t-il de tout accepter, même l'injustice et la douleur? Où posez-vous vos limites? À quel moment choisissez-vous la liberté plutôt que la souffrance? Prenez un instant pour réfléchir, et surtout, n'oubliez jamais que le plus grand amour est celui que l'on se porte à soi-même. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires, à cliquer sur « J'aime » pour soutenir le récit, et à partager cette histoire avec vos proches. Votre voix compte, et votre soutien donne vie à ces récits. Alors, dites-moi, que feriez-vous,